Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En quête de stars, sur Fréquence Évasion, les invités se racontent, s'expriment en toute liberté. Stars d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, nous sommes en direct du Festival cinématographique de Saint-André-de-Valborgne en Cévennes, en compagnie de Bernadette Lafont. Nous évoquerons ensemble sa carrière. Nous parlerons aussi de Pauline Lafont et nous parlerons également des Cévennes. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes à Saint-André-de-Valborgne, en compagnie de Bernadette Lafont. Bonjour. Bonjour. Alors Bernadette Lafont, certains de nos auditeurs le sauront certainement, vous êtes nîmoise, vous êtes née à Nîmes, mais vous avez vécu dans les Cévennes et vous avez également une maison en Cévennes où vous y séjournez régulièrement. Alors que représentent les Cévennes pour vous, vos Cévennes de cœur? Eh ben les Cévennes, il faut les situer un petit peu peut-être, vous parliez de Nîmes, donc c'est à 80 km au-dessus de Nîmes. C'est sans jeu de mots le Haut-Gard. En deux mots, on n'est pas très loin de la Lozère. Et donc les Cévennes qui est toujours... c'est vaste et un peu mystérieux. Qu'est-ce que les Cévennes? Ce sont des montagnes très anciennes et très douces et pas très hautes, où il y a... énormément de paysages magnifiques, très variés. C'est très varié parce que il y a des... Si on se promène un peu, il y a des endroits comme la Camp d'Hospitalet qui font partie des Cévennes, ce plateau de rochers. Puis il y a les Causses aussi qui sont extraordinaires, le Causse-Méjean. Et puis il y a ces vallées merveilleuses, la vallée française, et puis la nôtre, là, à Saint-André, la vallée Borgne. Alors j'ai cru comprendre que vous êtes de Saint-André-de-Valborgne, vous avez vécu une partie de votre enfance ici. Alors que représente justement cette période de l'enfance ici en Cévennes? Vous savez, moi cet endroit, disons que j'y suis effectivement, comme vous avez dit, née à Nîmes, mais ma mère, elle, était à côté de Saint-André-de-Valborgne, donc à Saint-André-de-Valborgne, pas tout à fait, parce qu'il y a des hameaux, il y a des lieux-dits, et donc c'était un lieu-dit qui s'appelle Pomaret, mais qui est à 4 km du village. Donc ma mère était de là, et son père était de là aussi, et ses grands-parents. Enfin, c'est une maison qui est dans la famille depuis très très longtemps, donc j'ai toujours connu, et où nous allions, puisque nous étions à Nîmes avant, dans un petit village très joli du Gard qui s'appelle Saint-Géniès-de-Valgloire, quand j'étais en primaire, et puis après on est allé pour le secondaire à Nîmes, et nous y montions de toutes les vacances, les grandes vacances on disait à l'époque, et puis les petites vacances. Et j'ai toujours connu cet endroit, j'ai toujours beaucoup aimé, parce que c'est une nature qui est magnifique. Alors ici en Cévennes, il y a tout un aspect culturel, on se souvient aussi d'André Chanson. Et puis plus récemment Jean-Pierre Chabrol. Justement, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous parler de cette culture cévenole? La culture des Cévennes, elle est surtout marquée, elle est historique, parce que c'était les Camisards. Puisque après la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu ces soulèvements. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le Théâtre Sacré des Cévennes, qui raconte comment ce sont presque des enfants qui ont commencé à bouger. Il y a tout, on peut voir au musée les cachettes pour les protestants, et puis les premières routes, elles ont été faites par les dragons de Louis XIV pour poursuivre justement ces enfants qui étaient arrivés à soulever, à aller jusqu'à la cour et à soulever disons la foi. C'était un peu, si on voulait faire un rapprochement, et comme maintenant il y a ces enfants kamikazes qui sont prêts à tout pour Dieu, avec l'islam, mais il y a eu un peu ça à l'époque avec les protestants. Il y avait également les magnaneries. Ça, c'est l'histoire de la soie,
qui est très, oui, d'ailleurs, la maison de ma mère, j'ai connu, moi, parce que je crois que la dernière filature a dû fermer à Saint-Jean-du-Gard en 1960, si je crois. Hein. En tout cas, moi, je me souviens, quand j'étais petite fille, il y avait encore au Cerf des gens qui travaillaient, il y avait des magnaneries. Et je me souviens que j'adorais être là parce qu'il faisait toujours très chaud, parce qu'il faut beaucoup de la chaleur pour les vers. Parce qu'ils viennent quand même d'Orient, ils viennent de Chine. Donc il y avait toujours du feu. Et puis j'aimais bien les entendre. Ils mangent tout le temps, on les fait manger beaucoup. Les feuilles de mûrier. Il y avait aussi ces très jolis mûriers que nous maintenant il reste plus grand chose, mais qui ont des troncs un peu torturés, un peu avec des trous dedans, qui sont de jolis arbres. Et j'aimais bien m'asseoir comme ça. C'est des souvenirs très anciens. Je devais avoir 5 ans. Dans un coin et puis entendre les vers qui mangeaient, on aurait dit la pluie qui tombait, puis il y avait une odeur aussi très particulière, ça sentait un peu comme les feuilles de thé, l'odeur des vers comme ça. Puis après c'était fascinant parce que quand on ils étaient arrivés à leur taille donc adultes, parce qu'ils commençaient, c'était des tout petits œufs, hein, d'ailleurs les fermières les couvaient, elles les mettaient dans des poches sous les bras, elles dormaient avec, puis ils éclosaient, c'était des choses minuscules, bon, qui grandissaient en quelques semaines, et puis à un moment donné, alors là on arrêtait de faire manger, on mettait les rameaux de bruyère debout, ils montaient et ils commençaient à dévider le fil, et ça c'était extraordinaire de voir le vert qui disparaissait petit à petit, puis après de voir ces cocons qui avaient des couleurs, des jaunes, des beiges, presque des roses, des blancs, puis après on enlevait ça et on mettait ça dans des sacs, puis ça partait dans les filatures où on les dévidait. Il y a des filatures, il y en avait partout, hein. Maintenant évidemment il y en a plus. C'était d'ailleurs très pénible parce que les ouvrières devaient travailler dans l'eau quasiment bouillante, donc elles avaient des mains assez déformées, et puis tout ça partait à Lyon pour être tissé. Et il y avait comme ça des chaînes protestantes de la soie, où il y avait dans les mêmes familles, j'ai connu ça dans la famille de ma mère, ceux qui cultivaient, ceux qui avaient les filatures, et puis ça finissait à Lyon, ceux qui avaient les industries de la soie. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été écrit par Chabrol, c'est Crève-Cévennes. Alors comment voyez-vous les Cévennes au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de désertification? C'est sûr qu'il y a eu quand même une désertification énorme des Cévennes dans ces années-là, 50 par là, et puis que c'est tombé un peu en sommeil. Et puis il y a eu un petit mouvement de retour dans les Cévennes après 68, où il y a des gens qui sont venus, il y en a qui sont pas restés, mais il y en a qui sont restés et qui ont donné un petit, qui ont commencé à s'occuper d'abeilles, de troupeaux, tout ça. Et puis maintenant, effectivement, avec ce qu'on appelle le tourisme vert depuis une dizaine d'années, qui marche très bien, alors là, c'est formidable parce que ça permet quand même aux gens qui restent encore ici de pouvoir avoir un appoint en ayant fait des gîtes ruraux et en recevant des touristes qui découvrent et qui marchent et qui se promènent. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Le parc national des Cévennes joue un rôle important. Probablement, oui, le parc national de Florac, là, oui. Puis il y a eu des gens qui ont fait des choses avec des attractions, des animaux, des loups, des bisons, enfin des oiseaux. Il y a beaucoup de choses comme ça. Nous retrouvons tout de suite, dans quelques instants, Bernadette Lafont. Nous allons parler de sa carrière cinématographique. Nous sommes toujours à Saint-André de Valborgne, en Cévennes. Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Bernadette Lafont, c'est dans les Cévennes que vous avez eu le déclic pour justement entamer une carrière cinématographique. Mais c'est pas les Cévennes qui m'ont amené au cinéma, c'est le hasard de la vie. C'était en fait plutôt les arènes de Nîmes, hein, parce que en 56, il y avait une troupe d'acteurs qui jouait Jules César avec Raymond Hermantier, où il y avait des gens qui sont devenus très connus après, mais qui n'étaient pas connus à l'époque, dont Gérard Blin, que j'ai rencontré là-bas, et nous nous sommes fiancés, et puis il m'a amené à Paris, et c'est
parce que j'étais avec lui que j'ai rencontré Chabrol, Truffaut et que ils ont proposé de tourner. Mais c'est vrai que quand Truffaut voulait faire Les Mistons, il était venu. Il était venu à Nîmes, qu'il ne connaissait pas, il était venu aussi là à Pomarez, où j'ai la maison, et donc à Saint-André. Et dans Les Mistons de Truffaut, on parle toujours du pont du Gard, des arènes, mais il y a aussi le pont de Saint-André, là, il y a aussi un autre vieux pont qui est dans la propriété de ma mère, donc il y a une partie qui a quand même été tournée à Saint-André, des Mistons. À l'époque de cette nouvelle vague, quels sont les films que vous avez tournés dans la région et les films en général? Comment se sont passés justement ces tournages? Oui, il y avait aussi, on a tourné après Les Mistons, on a tourné après dans ces années-là, avant 60, parce que la nouvelle vague, ça n'a pas duré très longtemps, hein. C'était les débuts donc à cause de cette pellicule ultra sensible, la Tri-X, qui a permis de sortir des studios, donc de prendre des opérateurs qui étaient des opérateurs qui venaient du grand reportage, comme Coutard qui avait fait le Vietnam, donc caméra à l'épaule et tout ça, ou Henri Deca. Et donc, effectivement, on pouvait aller tourner hors des studios. Et donc Truffaut a tourné Les Mistons à Nîmes. Et puis il y a eu aussi Chabrol qui a tourné Le Beau Serge dans ses Cévennes à lui, qui sont la Creuse, qui sont donc à côté de Sardan, dans la Creuse. Et là, on était il n'y a pas très longtemps avec Francis Giraud et Jean-Claude Brialy. C'est passé sur Arte, peut-être vous l'avez vu. Mon premier film, ça s'appelle. Il nous a amenés sur les lieux du Beau Serge. Moi, j'ai déjà pas retourné depuis donc plus de 40 ans, même plus de 45. Et c'est extraordinaire parce que rien n'avait changé. C'est-à-dire que la place du village était la même, la promenade qu'on fait dans les champs pour aller à un petit endroit était le même. Et c'était absolument étonnant de nous retrouver là. Dans ces marques-là, 45 ans après. Et les gens n'avaient pas tellement changé. Simplement, c'était plus eux qui tenaient le tabac ou le café, c'était leur fils ou même leur petit-fils. Et on en a même rencontré qui avait plus de 90 ans. Hein. Ah, c'était absolument charmant, ça. En 1969, on vous retrouve avec un film culte, La fiancée du pirate. Alors comment s'est passé justement ce tournage de ce film que tout le monde se souvient? D'ailleurs, on le voit régulièrement à la télévision, il est régulièrement diffusé. Vous savez, comme Nelly Kaplan cherchait donc une comédienne pour faire ce film, et elle m'a pas engagée tout de suite, elle a fait faire des essais à beaucoup de gens, et puis j'ai fait les essais, et puis j'ai été choisie, tout à fait classiquement. Alors pour en revenir à vos films en général, comment choisissez-vous justement les thèmes, les scénarios donc dans lesquels vous allez jouer? Disons, moi j'ai quand même eu beaucoup de chance dans les 20 premières années de faire des rencontres cinématographiques qui ont un petit peu marqué l'histoire du cinéma. Bon, il y a eu la nouvelle vague. Et puis il y a eu effectivement La fiancée du pirate qui était un autre événement parce que c'était... Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient des films à l'époque. Je crois qu'il existait donc Agnès Varda, que Bernard Bastide connaît bien, puisqu'elle a travaillé à ses côtés longtemps. Il y avait Agnès Varda qui était quasiment la seule. C'était la seule. Après, il y en a eu beaucoup. Maintenant, même, il y en a énormément, et très talentueuses. Mais Nelly, quand on a fait le film, à l'époque, sur un plateau de cinéma, les seules femmes qu'il y avait sur une équipe, c'était la script, qui était toujours une femme, sur le plateau. Il y avait des maquilleuses, il y avait des coiffeuses, il y avait des habilleuses, mais c'est tout. Et elles restaient en coulisses. Depuis, on voit aussi des femmes à la technique, on voit des femmes chefs opérateurs très connues d'ailleurs, comme Caroline Champetier, d'autres, même des femmes qui sont comme une fille qui s'appelle Nougaret de Montpellier d'ailleurs, qui est ingénieure du son. On voit des femmes à tous ces postes-là. Mais à l'époque, quand on a fait La fiancée du pirate, c'était pas évident. Hein. Nelly Kaplan devait même vraiment montrer qu'elle était le chef, c'était pas évident. Alors justement, dans ce film, vous incarnez une jeune fille qui a envie de braver un petit peu tout ce qui est société, braver un peu l'église, etc., etc. Donc, est-ce que c'était un désir de l'époque? Ça correspondait à ce moment-là, au moment où justement vous avez tourné ce film, La fiancée du pirate? Oui, mais vous savez, les films, c'est un peu le reflet d'une époque. Hein, c'est quelque chose qui ou anticipe ou qui va à l'heure. Alors dans ces cas-là, c'est un grand succès. Il y a des films qui viennent trop tôt, comme Les Bonnes Femmes, par exemple, qui a choqué tout le monde. C'était un film trop tôt. Cet esprit, cette vision les gens c'était pas évident. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne que c'est quand même le grand film des années 60. Alors que La fiancée, elle venait pile à l'heure. Hein. Elle venait pile à l'heure. Il y avait eu 68 avec un petit peu toutes ces espèces d'utopies, ces révoltes et tout ça. Donc c'était un film qui était parfaitement
à son moment, fait par une femme en plus. Le film aurait été fait par un homme, probablement on aurait eu moins de succès, je pense. Ça aurait été beaucoup plus cloche-merle. Hein. Alors que là, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Hein. Il y avait un petit plus dans ce film aussi, c'était la chanson de Barbara. Ah oui, bien sûr. Et comment? C'est comme dans L'eau à la bouche, la chanson de Gainsbourg. Hein. Ou même après, on a vu ce film aussi où il y avait une chanson qui a vraiment crié à Cuervos. Il y a des chansons qui sont les locomotives de films, c'est étonnant. Hein. Nous sommes toujours en compagnie de Bernadette Lafont, ici à Saint-André-de-Valborgne, en Cévennes. Alors Bernadette Lafont, que représente, justement au point de vue de votre carrière cinématographique, les années 70 ? Le zénith de mes rôles au cinéma, hein, parce que là j'avais donc fait La fiancée du pirate, et puis j'ai fait aussi L'Estance à Sophie de Moshe Mizrahi d'après Christiane Rochefort, qui était un film que j'aime beaucoup, qu'on voit pas souvent, mais qui est un film que j'aime beaucoup, avec Bulogier et aussi ce merveilleux comédien qui était à la Comédie Française, là tout d'un coup je sais plus comment il s'appelle, un blond comme ça, Duchossoir, le merveilleux Duchossoir. Et puis donc après il y a eu pas mal de films comme ça qui se sont enchaînés, où j'ai beaucoup travaillé là. Et puis La maman et la putain, évidemment en 72, La maman et la putain, donc, et puis aussi quand même, il faut pas l'oublier, Une belle fille comme moi de Truffaut, qui est aussi un rôle formidable, hein, un rôle comme on en rêve. Alors justement, La maman et la putain, c'était toujours un peu un esprit de provocation, justement, toujours par rapport à ces idées préconçues à l'époque. Oui, mais vous savez, moi je suis pas metteur en scène, hein, je suis interprète, hein, donc ça c'est pas, moi j'ai accepté cette chose-là parce que je trouvais que le scénario était absolument admirable. D'ailleurs, il a été édité et puis il peut se lire comme on lit du Bataille ou des livres comme ça. C'est un film qui a marqué beaucoup de cinéastes, beaucoup de même de gens qui aiment le cinéma. On a beaucoup écrit sur ce film, des thèses, des jeunes gens écrivent sur ce film. C'est un film qui est une sorte de liaison dangereuse, disons, de la fin du XXe siècle, quoi. Une espèce de constat comme ça sur désespéré sur l'impossibilité de finalement des relations amoureuses idéales. Est-ce que vous avez comme ça des chevaux de bataille, des points sur lesquels vous vous engagez, vous vous impliquez? Vous savez, je trouve que la vie c'est un énorme combat tous les jours, donc on enfourche le cheval qu'on peut. Hein. Mais moi c'est mon travail, hein. Vous savez, moi j'ai fait du cinéma beaucoup et puis après j'ai découvert le théâtre. J'ai fait toute ma carrière au cinéma. J'ai fait du théâtre moi seulement depuis 78, alors que je fais du cinéma depuis 57. Donc j'ai fait toute ma carrière au cinéma et puis depuis que je fais du théâtre, c'est celui-là mon cheval de bataille. C'est vraiment le théâtre que j'adore. Eh bien, nous parlerons de vos débuts au théâtre dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Alors Bernadette Lafont, comment se sont passés vos débuts au théâtre? J'ai eu beaucoup de chance. Parce que ma première pièce de théâtre était avec un très jeune homme, j'avais donc 40 ans, en 78, et mon metteur en scène en avait 23. C'était un type extraordinaire qui s'appelle Pierre Roman, que Marianne Denicourt a eu comme professeur, puisqu'il était le professeur de Chéreau, de Dominique Blanc, de Vincent Pérez, enfin de Valéria Bruni, de tous ces gens qui sont devenus maintenant vraiment ces comédiens de phares. Hein. Il est mort, hélas, très jeune, et ça a été mon premier metteur en scène au théâtre, et j'avais un rôle absolument formidable, qui était un personnage qui était écrit par c'était un jeune auteur, Marie-Françoise Aigret, et ça s'appelait Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante. C'est un personnage qui a existé en Hongrie au XVe siècle, ou peut-être au XIVe ou XVe, ça je ne pourrais pas vous dire exactement, qui était une femme, qui était une sorte de Gilles de Rais féminin, qui a existé. Il y a un très beau livre sur sa vie de Roland Penrose, non pas de Roland Penrose, de la femme de Roland Penrose, c'est le peintre Roland Penrose, de Valérie Penrose, qui s'appelle Erzsébet Báthory.
le destin de cette femme. Et donc c'était un morceau quand après elle avait été condamnée pour tous ses forfaits à être, comme elle était tellement près des rois qu'on ne pouvait pas la tuer, mais on a démoli son château, on l'a muré dans sa chambre, et il y avait des hivers à moins 40, et puis on lui passait un peu de nourriture, comme ça elle a survécu 3 ans. Alors c'était fait sur les souvenirs de cette femme. C'était un très très beau, j'étais avec Monique Mélinon là-dedans. Et c'était vraiment beaucoup de chance d'avoir eu ce rôle et puis d'avoir eu ce metteur en scène. Et puis c'est vrai qu'après j'ai eu aussi la chance pour la deuxième pièce de créer une pièce de copie, La Tour de la Défense, qui est un auteur merveilleux argentin qui est mort aussi, mais qui est très sorte de Tennessee Williams moderne. Et puis après j'ai pas arrêté de faire des pièces quoi. Vous avez également joué avec Brialy. Désiré, Sacha Guitry avec Brialy, et puis des choses en tournée aussi, des choses dans le Grand Sud, là, avec les joyeuses horrifiques farces du Père Lalande que j'avais fait en 89, avec une compagnie de Mont-de-Marsan, de Théâtre de Feu, Jean-Manuel Florença, qui m'a permis de passer à Sommières et de découvrir Sommières. Dans le Gard, où j'ai fait pendant quand même presque 10 ans des ateliers de cinéma, où on proposait des stages et on faisait des petits films. Il y a un court-métrage, Pourquoi partir, qui est le dernier que nous avons, puisque j'ai arrêté ça en 96. J'ai fait ça de 88 à 96, chaque été. Et puis en ayant commencé à Nîmes avec Jacob Raymond, et puis en 89, donc rien, parce qu'il y avait la tournée Mes Découvertes de Sommières, puis 90, 91, 92, 93... Sommières, 94 aussi, et 95 et 96 ici à Saint-André-de-Valborgne. Pourquoi Saint-André-de-Valborgne le premier, où on avait mélangé un peu l'histoire de Stevenson qui est passé par là avec son âne et de Truffaut avec les Misnons. Et nous avions Sami Nasri avant Taxi, qui était très heureux de venir jouer un paysan cévenol et de pas toujours être, comme il me disait, l'arabe de service. Hein. Alors le cinéma est très présent ici à Saint-André-de-Valborgne. Il y a un hommage pour Pauline Lafont. Souhaiteriez-vous nous dire quelques mots justement à ce propos? Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu tellement elle a eu cet accident et qu'on ne l'a retrouvée que 3 mois après, puisque nos montagnes sont hélas aussi très sauvages. Donc il y a eu un déchaînement médiatique, je ne sais pas si vous vous souvenez, épouvantable. Alors est-ce que les gens ont honte de ça? Donc je trouve dommage qu'on n'évoque jamais son talent et sa personnalité. Elle a fait Poulet au vinaigre, qui est le premier film, son premier rôle important, parce qu'elle avait déjà fait des petites choses avant, que Chabrol, décidément, qui m'a aussi fait faire mes débuts, même si Truffaut l'avait un peu anticipé, mais qui est un film d'une très grande qualité, où elle est délicieuse, avec Lucas Belvaux, qui est maintenant devenu réalisateur, qui a fait ces très jolis films que vous avez certainement vus, puisque vous êtes cinéphile, qui est un très bon metteur en scène. Donc, mais c'est L'été en pente douce, qui est un film qui a bien marché. Eh bien, Bernadette Lafont, avant de nous séparer, nous allons faire un petit clin d'œil à Pauline, en rediffusant justement une interview qui avait été donnée il y a quelques années, je pense que c'était en 90 ou 92, quelque chose comme ça, lors de la sortie d'un de ses disques. Radio Fréquence Évasion, le soleil de la Côte d'Azur. D'épices, c'est le nouveau disque de Pauline Lafont. Elle est venue nous le présenter ce matin. Et ça doit faire drôle la première fois qu'on fait un disque de s'entendre à la radio, non? C'est pas pour celui-ci, mais pour le précédent. Oui. Ça a dû te faire drôle, non? Oui. Je sais pas, moi ça me plairait bien, moi, de m'entendre à la radio chanter. Par hasard, dans ta voiture ou ailleurs, je sais pas, tu cherches un peu sur la radio, puis tout d'un coup t'entends ta voix, t'entends ta chanson, ça doit faire drôle. J'ai lu aussi que tu disais que tu avais une enfance, tu avais été élevé un peu dans une ambiance rock, entre guillemets, des grosses guillemets. Ça veut dire quoi? Que chez vous ça se passait comme ça? Alors, je sais pas si c'est la journaliste ou le journaliste qui avait déformé un peu les propos. C'est un mode de vie qu'on peut appeler rock, c'est ce qu'il y avait à la maison chez les Lafont. Oui, c'est-à-dire une liberté, quoi, une liberté et en même temps une solidarité entre nous. Tu n'étais pas une rebelle, non? Ah si, j'ai été à 14 ans, je pars très tôt de l'école et j'ai fait beaucoup de conneries très jeunes. Des fugues et tout ça. Pas des fugues, non, mais... Fugues de l'école. Des fugues de l'école, Trafiquer les carnets de notes, enfin des choses horribles comme ça. Oh, même pas, je me suis barré carrément. Ah bon? C'est même pas la peine de trafiquer. Et tu séchais les cours et tout ça. T'en fichais complètement, quoi. Et toute petite, baignée dans cette ambiance, t'as voulu te diriger vers un métier artistique, cinéma ou chanson?
Ou alors non, je voulais être avocate et chanteuse. Enfin, j'hésitais entre les deux, quoi. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil du tout. On a un vêtement de scène aussi, mais enfin, c'est pas la même chose. Mais tu regrettes pas, évidemment. Non, maintenant je joue, c'est formidable. Bah ouais, c'est bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères? Alors, question idiote, évidemment, qu'on va peut-être te poser plusieurs fois. S'il y avait à choisir un jour entre une carrière, si tout à coup les disques se mettaient à exploser, que ça marche du feu de Dieu, qu'il y a un album de Pauline Lafont, que tu deviennes une sorte de Madonna, qu'est-ce que tu préférerais? Alors, tu abandonnerais le cinéma ou tu essaierais toujours de cumuler les deux en parallèle après. Ouais, pas facile. Ouais. Pas facile, mais ça s'est fait. Il y a beaucoup de gens moi, que j'admire beaucoup, comme Jeanne Moreau, qui l'ont fait toute leur vie. Oui, mais enfin, elle chantait quand même beaucoup moins que ce que nous jouait. Oui, c'est vrai. Ouais, de toute façon. Pour l'instant, tu as joué beaucoup plus que ce que tu n'as chanté aussi. Oui, bien sûr. Hein. Et après ce disque-là, il va y avoir d'autres chansons, j'imagine. Je sais pas. Est-ce que ton petit frère, ou petit ou grand, je sais pas. C'est mon grand frère. C'est le grand frère, hein, David. On va préparer d'autres choses. Oui, il est en train, lui, il pianote. Qu'est-ce qu'il fait? Et pianote. Oui, il pianote. Et de temps en temps, tu vas voir par-dessus son épaule. C'est pour moi, ça, David, non? Que j'aimerais bien avec d'autres gens aussi. Ah bon? Il y a des gens en vue, peut-être? Je pensais à Dao, moi, parce que comme il est assez copain avec Stéphane Placier, dont on parlait tout à l'heure. Il m'avait écrit les paroles de mon premier disque. Qui était produit par Jacques No. Voilà. Ça. Et la musique était de Jacques No aussi. Et tu auras envie de... Ah, j'aimerais bien commencer avec Jacques No. Ouais. Et Dao, non? Et Dao aussi, j'aime bien. Ah oui? Tu es avec ces personnes? Non, mais j'ai fait un disque avec lui, c'est pas pour rien. Ah ouais, j'imagine. Parce que j'aimais vraiment ce qu'il fait. Et pourquoi pas l'avoir refait, alors, cette fois-ci, pour Privé d'épices? Parce que je voulais aussi faire un disque avec mon frère depuis longtemps, et que c'est... Ok, bah c'est clair. Pauline, tu as posé il y a quelque temps, je sais pas combien, pour le studio Harcourt, le fameux studio pour lequel posent toutes les stars, hein, en fait. Et la personne, le photographe, disait que tu avais des poses justement de Lana Turner. Ça te fait plaisir? Drôle. Ouais. Ça te fait plaisir ou pas? Ah oui, moi j'aime beaucoup Lana Turner. Ouais. Sinon, tu es fan de qui en général? Comme actrice? Ouais. Oh, j'aime bien Meryl Streep, Jessica Lange, Catherine Deneuve. Ouais. Marilyn, Ava Gardner. Oui, d'accord. Que des débutants, des gens inconnus, bien sûr. Et au point de vue musique, est-ce que ça va être quoi la suite de Privé d'épices? Ça va rester de la musique un petit peu dans l'esprit de celle-ci, de ce 45 tours ou pas? Je sais pas encore. Je sais pas, il y a rien de... C'est marrant, tu vis comme ça, un peu à la va comme je te pousse, comme on dit, quoi. Hein, c'est ça? Non, mais j'ai envie de changer, mais enfin, je pense pas encore, quoi. Ouais. Et tu penses à quoi, alors, en ce moment? Celui-là, Privé d'épices. Ouais. Je suis en plein dedans. Bah oui, je sais bien, ouais. On va te voir un peu partout, donc à la télé, chanter tout ça. Tu nous disais tout au début, tout à l'heure, que ça te donnait un peu le trac quand même, non, d'aller faire des playbacks à la télévision, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors comment tu fais pour vaincre ça? En ce moment, c'est formidable parce que j'ai mon frère qui joue de la batterie. Qui joue de la batterie avec moi, alors ça c'est formidable, ça devient... Il joue de la batterie pour les télés. Oui. Donc ça rassure alors. Ah oui. Mais c'est presque une tribu, pardonne-moi l'expression. Non, c'est une bonne expression, je trouve. C'est bien que ça se passe comme ça, non? Mais il n'y a jamais de heurts? Ah bien sûr qu'il y en a. On s'engueule, pas sa tête. Mais ça fait rien, ça continue quand même. Ah oui. Ok. Eh ben on t'embrasse si tu le permets. Et puis on espère que tout va bien aller pour toi et qu'on aura peut-être d'autres chansons à présenter, qui sait, d'ici là. Puisque pour les films, tu veux pas en parler. Alors on ne sait pas. Si ce n'est ce vague projet chinois, mais c'est pour l'année prochaine. Alors on en reparlera peut-être d'ici là. Merci Pauline. Merci. À bientôt. Évasion. Eh bien Bernadette Lafont, merci de nous avoir fait partager votre carrière, votre amour pour les Cévennes et ce festival. À bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.